Bon, bah écoute, je pense qu'on a déjà pas mal abordé. On a fait une bonne intro. On a fait une bonne intro. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, tu vois. Non, bah du coup, on va pouvoir aborder la troisième partie. C'est des questions un peu plus larges sur l'horlogerie, sur des gens qui t'inspirent. On n'a pas trop parlé de femmes encore. Si on a parlé un petit peu au début de clientes que tu pouvais avoir qui recherchaient des montres assez masculines finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a une femme du monde de l'horlogerie, je sais pas, qui t'inspire je sais pas, est-ce que tu as pu rencontrer ou que tu aimerais rencontrer? Il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein, Il n'y a pas beaucoup de femmes, je suis d'accord. Tu voulais soulever un vrai problème, c'est ça? Non, moi je suis féminine, pas féministe, donc ça me... Mais c'est vrai que c'est un milieu encore très masculin. Non, je suis en contact avec plein de personnes des marques horlogères qui travaillent pour des marques. Qui sont devenus des amis que j'apprécie beaucoup, des gens qui travaillent chez Rolex, chez Tudor, Bulgari, depuis pas longtemps, voilà, avec qui je me marre. Mais non, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il y a, tu vois, je suis en train de... Je connais pas, par exemple, de collectionneuse Ça se dit collectionneuse, ouais? Oui, Ouais. je pense, oui. Des nanas qui ont une collection de montres et non, j'en connais pas. Ça reste quand même très masculin. Ouais. Comme les bagnoles, hein, finalement. C'est marrant parce que... Il n'y a pas beaucoup de femmes qui collectionnent les voitures anciennes. Peut-être pour des raisons un peu plus évidentes que les montres, parce que c'est plus viril, mécanique. Voilà, il faut s'intéresser un peu à plein de choses, tout ce qui est en rapport avec le moteur et tout. Mais non. Non, t'as... Désolé, je botte en touche. Ok, donc du coup, on va passer. Est-ce que tu as est-ce que tu as un homme un homme du milieu de l'horlogerie que t'admires, un homme que tu as rencontré, incroyable, un passionné, ou un homme que tu adorerais rencontrer, interviewer pour tes prochaines alors, vidéos. j'aurais aimé rencontrer, pour des raisons évidentes, le dessinateur de la Royal Oak, qui est une personne qui est décédée, qui s'appelle Gérald Janta, et qui est le designer le plus connu dans le monde de l'horlogerie, parce qu'il a dessiné la Royal Oak, il a dessiné la Nautilus, il a dessiné la 222, il a dessiné la Constellation, la Pacha, enfin il a dessiné plein de montres. Et oui, je pense que comme tout collectionneur de montres, je pense que c'est hyper intéressant de rencontrer Gérald Janta. Donc ça, c'est pas possible. Qui j'aimerais rencontrer? Non, j'ai rencontré quand même, que ce soit les CEO de Audemars, Richard Mille, Rolex. Donc, en tant que collectionneur... Et tu sais, en fait, je voyage beaucoup, je vais sur les salons pro et je rencontre quand même beaucoup de collectionneurs. Des gens que je vois régulièrement et du coup, je les connais. Donc, ouais, admirer. Ouais, tu as des gens comme John Goldberger, par exemple, qui est Goldberger, ou je sais plus comment, je sais pas si... qui est un énorme collectionneur, un des plus gros collectionneurs au monde, qui a des montres des années 30, des Cartier, des montres hyper rares. Je le connais, je le vois de temps en temps, on ne se connaît pas plus que ça, mais... T'aimerais échanger un peu plus avec lui sur sa collection Ouais, par exemple, ouais, mais... ouais, il y a, comment il s'appelle, Claude Sfer, qui est un des plus gros collectionneurs de Rolex au monde. Pareil, je l'ai vu, on s'est vu plein de fois, mais... je le connais pas personnellement. Finalement, t'es un peu blasé, tu connais tout le monde dans le milieu. Non, donc non, pas du tout, parce que Claude Sfer, par exemple, ou Goldberger, ou Goldberger, je sais plus comment on dit. Je n'ai jamais parlé avec eux parce que voilà, ils sont dans d'autres stratosphères de montres très très rares. C'est lui qui a vendu une montre. Une montre unique, une Daytona en or gris des années 70 qui est partie à je sais plus combien, 3 millions d'euros ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai rien à leur vendre concrètement. Ouais. Donc concrètement, j'ai rien à leur apporter. Mais donc non, après là comme ça, je sais pas. J'ai pas. D'accord, non, mais
c'est pas, pas grave. Hein. J'aurais aimé rencontrer le fondateur de Rolex, par exemple, mais mais Hans Wilsdorf. ouais. Parce qu'il a une histoire qui est passionnante. Son histoire est passionnante, ouais. Parce que l'histoire est passionnante de Rolex, elle est complexe et elle est énigmatique. Vraiment, parce que c'est une fondation, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Non, puis la façon dont il a fait connaître Rolex, c'était... Non, ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais aimé le rencontrer. C'est une success story de dingue, tu vois. C'est une success story, ouais. J'allais dire au même titre que Steve Jobs, mais même 100 fois plus que Steve Jobs, je trouve, parce que c'était à une époque qui était vraiment différente. Et puis voilà, le mec il a un destin qui est un peu triste, tu vois. Il est veuf, pas d'enfant, il avait plus ses parents, il était tout seul, il a créé une fondation. Enfin, l'histoire est dingue et ce qu'il en a fait aujourd'hui. Rolex, on ne sait même pas ce qu'ils font comme chiffre d'affaires. Ils ont de l'immobilier, ils ont plein de trucs. Enfin, c'est une réussite colossale. Donc ça aurait été passionnant de rencontrer un mec comme ça. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà. pas la même époque. Non. D'accord, ok. Et aujourd'hui, moi je trouve, tu vois, vu qu'on est un peu dans une époque où les gens, c'est vrai, surtout à partir de la trentaine, s'intéressent beaucoup, tu vois, à des montres vintage. C'est une tendance que moi j'observe. C'est quoi pour toi les tendances de l'horlogerie? Est-ce que tu crois que les gens, les gens recherchent beaucoup de vintage ou tu as des gens qui veulent absolument avoir que des nouveautés, mais c'est quoi pour toi les tendances du secteur? C'est un phénomène de mode. Ouais. Mais tu sais que le marché de la montre, d'une manière générale, est assez récent. Enfin, les montres, ça a toujours existé, depuis 1800 et quelques. Mais les montres de poche, etc. Mais les montres, le marché de la seconde main en tout cas, est quand même relativement récent par rapport au marché de l'art qui a plusieurs siècles. Enfin, même plusieurs. Tu vois, il y a toujours eu de l'art. Ça a commencé même il y a quasiment 2000 ans. Tu vois, là, l'homme a commencé à représenter certaines figures. On peut apparenter ça à de l'art. Et aujourd'hui, et la vente de tableaux en 1200, 1400, 1500, c'était toujours fait. Les montres, déjà, c'est beaucoup plus récent, puisque ça date de quoi, 1700, 1800, enfin, j'ai plus les dates en tête. Mais la vente de montres d'occasion, à l'époque, quand tu achetais une montre, c'était une montre que tu avais à vie. Tu n'avais pas une collection de montres. C'était... Tu avais ta montre Gousset, et d'ailleurs la preuve en est, c'est que dans 90% des cas, la montre était gravée avec tes initiales. Ce qui prouvait bien que tu l'achetais pas 15 jours et tu vois finalement j'aime pas trop sa taille ou son poids, je la revends à Michel, mon voisin, et je vais lui racheter sa montre parce qu'elle était gravée avec souvent les armoiries, les lettres, tous les goussets que tu as entre les mains, c'est souvent des lettres qui sont superposées. Donc voilà, tu vois, pour dire que le marché de la montre d'occasion globalement, il a ça a commencé dans les années 80. À peu près. Avec l'arrivée du quartz, en fait, ça finalement. Alors peut-être, tu sais pourquoi? C'est sûrement pour ça d'ailleurs, parce que l'arrivée du quartz, tout le monde s'est excité à se dire les montres mécaniques, c'est terminé. Il y en a plein qui ont voulu s'en débarrasser, je pense. Et tu as des mecs qui kiffaient vraiment ça, qui se sont dit putain, la montre est top et je peux l'acheter pour moins cher parce qu'il y a une dévaluation, je pense, des montres mécaniques. Et peut-être qu'il y a eu plein de marques qui ont coulé déjà avec l'arrivée du quartz dans les années 70. Et en plus, du coup, il y a eu plein de marques, des mecs qui mettaient d'un coup une montre à LED ou une montre à quartz. Du coup, sa montre méca, il la mettait plus parce qu'il fallait la remonter et que c'était plus dans l'air du temps. Donc il la mettait plus, il la vendait, il la donnait. Et il y a eu, je pense, une quantité assez imposante. C'est pour ça que tu aurais aimé vivre dans les années 70, tu aurais fait des bons coups. Peut-être, ouais. Il m'appelait Marty McFly. Mais du coup, il y a eu peut-être plein de montres qui sont retrouvées sur le marché. Et des gens qui se sont dit, bah non, mais ces montres, on ne peut pas les jeter, on va peut-être les garder. C'est peut-être que là, le marché a peut-être commencé dans les années 70 sur ça, peut-être, grâce au quartz, grâce à la pile, le fait que, voilà, tu vois, le marché a commencé peut-être comme ça. Les marchés, je pense, a commencé par les collectionneurs, qui ont été, certains, je pense, sont devenus marchands. Et puis voilà, et puis après, les montres à Paris, les marchés de seconde main, ça a commencé au Puce, avec Lignancourt. Ça a commencé dans les fins des années 80, début des années 90. Mais c'est... Donc c'est un marché qui est relativement jeune, tu vois. Finalement, c'est un marché... Ça a 40 ans. Donc on n'a pas assez de recul là-dessus et on n'est pas à l'abri que les montres qu'on voit aujourd'hui, les montres que j'ai connues par exemple une Royal Oak, une série A de 72, je les ai connues à entre 5 et 10 000 euros. Ça paraît dérisoire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vaut 60, 70 000.
On n'est pas à l'abri de les voir à 300 000 dans 10 ans. Peut-être même moins. Ah oui. Parce que, comme je te dis, tu vois, on n'a pas assez de recul. Le marché de l'art, on connaît on a vu l'évolution de la cote des Picasso, des Van Gogh, de toutes ces toiles-là, tu vois. Et après, et encore, il y a encore certaines choses qui sont encore dingues. Tu vois, par exemple, un Basquiat qui fait 110 millions d'euros, 110 millions de dollars chez Sotheby's à New York, je sais pas, il y a 2 ans. Une toile de Basquiat, c'est lunaire. Donc, tu vois, on a encore. Et c'est un artiste des années 80 qui était complètement hors du sentier battu, qui était cocaïnomane, drogué, enfin qui avait tous les. Mais voilà, il était dans un délire particulier et on a des surprises aujourd'hui. Donc on ne sait pas ce qui va se passer demain. Je ne pense pas que lui, dans les années 80, quand il ramait et qu'il échangeait des toiles qu'il faisait comme ça pour récupérer de l'argent, pour s'acheter de la coke, du crack ou quoi, je ne suis pas sûr qu'il se disait. Si un jour, je pense que si on lui dit, tu sais quoi, ta toile là que tu as vendue pour 100 $, elle s'est vendue 110 millions de dollars et tu as tous les mecs les plus blindés du monde qui étaient là pour l'acheter. Tu vois, c'est assez marrant de voir l'évolution. Et ça s'est fait en 20 ans, 30 ans. Ouais. Donc finalement, c'est... Donc on ne sait pas. Donc pour toi, c'est un marché qui ne peut qui est très jeune. Qui est très jeune. C'est un marché qui est très jeune. On n'a pas de recul encore. On n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir dire il va se passer ça, ça, ça. Et tout le monde me demande tiens, qu'est-ce que tu en penses? On ne peut pas savoir. J'ai eu de la chance, entre guillemets, d'avoir du nez et d'acheter les bonnes pièces et de conseiller les gens sur des bonnes pièces où aujourd'hui j'ai vendu des montres où j'ai conseillé des montres à 40-50 000 qui valent 200-250 aujourd'hui. Donc forcément, c'est resté des potes. mais voilà, on ne sait pas demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. D'accord, ok. Donc okay. J'ai eu encore une fois, je me répète, mais j'ai eu la chance de voir éclore un peu encore je n'étais pas dans les prémices, mais j'ai eu la chance de voir vraiment, j'ai pu connaître des montres qu'on voit aujourd'hui qui sont hors de prix et qui sont vraiment des vraies montres de collection qui sont presque inaccessibles. Je les ai eues en main, je les ai vues, je les ai vendues, je les ai connues pas cher, même si c'était cher pour moi à l'époque et que je ne pouvais pas me les acheter. Voilà, donc c'est un marché qui est jeune. D'accord, ok. Très bien. Et aujourd'hui, de ce que tu as pu voir quand tu visites des salons comme Bâle ou le SIHH, ce que les marques sortent aujourd'hui, ça te parle, Pas tout, mais il y a plein de marques qui jouent le jeu sur leur héritage. D'autres pas du tout. Qui font vraiment une coupure avec leur passé et qui repassent sur quelque chose des produits hyper techniques avec des matériaux techniques, avec de la céramique, avec plein de choses et qui s'occultent leur passé. Tu as des marques qui puisent ça mais qui exagèrent vraiment qui abusent de ça, qui limite inventent, qui inventent du marketing sur leur montre, sur les trucs qui n'ont pas existé ou alors il y a une paille et ils en font une botte énorme en mettant, voilà, on s'inspire de notre ADN. Il y en a qui s'inventent des vies et qui inventent des modèles avec des inspirations vintage qu'ils n'ont jamais eues ou des marques qui n'existaient pas avant. Donc il y a vraiment de tout. Là-dedans, il faut faire le tri. Après, moi, j'ai mon avis aussi sur certaines pièces. C'est pas parce que la pièce est nouvelle et qu'elle n'est pas vintage ou pas d'inspiration vintage que j'aime pas, bien au contraire. Typiquement Richard Mille. Ouais. Richard Mille est parti de rien. Je veux dire, il a eu l'audace de faire des montres avec des matériaux qui n'étaient pas forcément nobles, tu vois, du titane, du carbone forgé. Il n'a pas fait tout de suite des montres en or ou. En fait, c'est un ovni quand même, tu vois. Les boîtiers cintrés Curvex, les boîtiers tonneaux. Il a imité personne. En fait, parce qu'il a fait des montres, tu me corriges si j'ai dit une bêtise, parce que tu le connais mieux que moi, mais il a fait des montres pour lui, en fait, pour se faire plaisir et qui répondent à sa créativité. Donc, c'est pas des produits marketing. Il s'est pas dit, je vais faire ce composant-là parce qu'en ce moment, ça a la cote. Ouais. Mais Richard, c'est un passionné de sport automobile, vraiment de Formule 1. C'est un collectionneur de voitures anciennes, de voitures de course. Et ces montres, elles s'articulent un petit peu, elles sont un peu construites comme une voiture de course. Oui, un peu le côté… Ouais, les courbes et puis même le mouvement, tu vois, le mouvement, vraiment, pour les Richard Mille, il y a vraiment un côté
les montres, il y a un côté aérodynamique que peut avoir une carrosserie de voiture et le moteur, son mouvement à lui est bien souvent fait de même façon. Il y a des clins d'œil sur le sport auto. Tu vois, par exemple, certains mouvements sont posés sur un châssis comme peut l'être un moteur dans une Formule 1. Tu vois, donc il y a une vraie… Encore une fois, tu sais, quand tu fais les choses avec amour et que tu le fais par passion parce que ça t'anime vraiment et que ça sort de toi et que tu ne le fais pas forcément pour le business, je pense pas qu'il s'était dit tiens, je vais faire un truc où je vais gagner des millions en faisant un truc marketé, etc. Le mec a fait ça parce que il y avait une résonance pour lui qui était évidente et il a avec su le trouver, sport auto. Et tu vois, il y a eu la proximité qu'il a eue avec les pilotes de Formule 1, avec Felipe Massa, avec Alonso, avec plein de personnalités qu'il connaissait déjà. Et du coup, ces personnes-là, sachant que c'était des montres techniques, légères et tout ça, elles les ont portées comme étant… Donc ils sont vite devenus des amis de la marque, ambassadeurs de la marque. Et il fait des montres tellement techniques que Rafael Nadal les porte sur le coup droit. La montre ne se dérègle pas. Non, c'est assez dingue, tu vois. C'est vraiment… Lui, en l'espace de même pas 20 ans, il a parce créé qu'il un a lancé empire. sa marque 2000. c'est quand il avait 50 ans, donc quand même déjà… Ouais, et puis il était déjà dans l'horlogerie avant, il était directeur marketing d'une marque horlogère. Pas dingue, enfin voilà. Et il a tout arrêté pour refaire ce qu'il aimait. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour Richard. Pour ce qu'il a fait, c'est dingue d'en arriver là en partant de rien et te dire qu'aujourd'hui, les hommes les plus riches de la planète, flambeurs ou pas, rêvent de porter une Richard Mille. Ouais, c'est vrai. Donc c'est énorme ce qu'il a fait. En très peu de temps, et c'est vrai qu'en 20 ans… De construire un empire comme ça en même pas 20 ans. J'espère que je pourrai y arriver. Non, mais c'est pas le… Non, mais c'est après, oui, lui, il a il crée des montres qui sont juste incroyables. Enfin, il y a une complication dedans. Enfin, moi, j'adore parce que, surtout dans ces mouvements squelettes, tu as l'impression d'envie de plonger dedans pour découvrir tous les composants. Moi, j'aime des hommes, j'aime des maisons horlogères comme celle-ci où tu as… Je t'ai bien repris là. Comment ? Tu t'es bien repris là. Non, mais les hommes avec un grand H. Non, mais tu vois, il y a une passion de la recherche, de la création et de l'innovation, et c'est pas qu'un truc marketing où tu as… Alors oui, t'as des magnifiques rééditions de rééditions, elles sont parfaites, mais oui, mais parce que la montre… il y avait rien de nouveau, quoi. Voilà, et j'ai beaucoup d'admiration. Moi, typiquement, c'est des hommes comme ça que j'aimerais bien rencontrer. Parce que c'est des créateurs en fait. Et ça, je trouve ça incroyable. Ouais. Donc,